moi, j'ai la chance d'avoir les clients qui me délèguent ce besoin primaire qui est faire à manger. Dans un pays où pléthore de plats traditionnels sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne rigole pas avec la nourriture. Pourtant, en France, un quart de nos émissions de gaz à effet de serre viennent de nos assiettes. Aujourd'hui, rencontre avec Bartolo, un pizzaiolo qui s'assure que chaque pizza est une belle histoire à raconter, de la terre à l'assiette. Écoutons. Je m'appelle Bartolo Calderon et je suis pizzaiolo. J'ai une petite pizzeria ouverte en 2015 à Bordeaux et aussi je suis directeur d'une école de formation, notamment une école professionnelle de pizza et panification naturelle, toujours à Bordeaux. J'étais déjà quand même pizzaiolo avant, dans le sens que moi je suis né en Italie, je suis né en Sicile. J'ai travaillé quand j'étais petit dans la restauration, donc j'ai commencé à apprendre le métier de pizzaiolo. Donc je me suis formé bien en Italie. Bon, j'ai continué quand même à faire mes études en Italie, donc je suis parti du village de la famille juste pour faire mes études. Donc j'ai beaucoup bougé en Italie et en Europe. Et ensuite, je suis arrivé en France, oui, il y a une dizaine d'années, et notamment à Bordeaux. Et là, je vais à la pizzeria vraiment tout au début 2015. Je pense que c'est la pizzeria la plus petite qui existe sûrement en ville, parce que c'est vraiment une ville tout petite, où il y a la salle et la cuisine cohabitent dans le même lieu. Donc c'est tout cet espace où on voit vraiment le pizzaiolo. Donc moi et mon collègue travailler, faire les pizzas. L'idée, c'est déjà, comment dire, rendre le lieu accueillant, et surtout parce que la pizza, c'est un plat démocratique, populaire, donc pas trop prétentieux. Et l'idée, c'est aussi que ce lieu, donc la pizzeria, reflète aussi les valeurs culturelles et sociales d'une pizza, qui à la base était un plat populaire et pauvre. Et donc c'est un peu le but aussi de notre pizzeria. La matière première d'une pizza, c'est la farine. Quand on doit choisir la farine, il faut vraiment faire très attention et connaître vraiment tout ce qu'il y a derrière. Dans le sens que quand on achète une pizza ou du pain, donc c'est des produits qui sont fermentés, mais il y a derrière un acte qu'on doit faire conscient parce que derrière, il y a toute une filière. Il y a toute la perte de biodiversité qu'on est en train de vivre dans les champs de blé. Et aussi une pizza, reflète ça. Donc quand on va choisir une farine, on fait attention. On fait attention déjà au blé, on fait attention à comment il est cultivé, comment il est moulu, et quelle farine on va choisir, etc. Donc le but de Caperi, donc de notre pizzeria déjà, c'est maîtriser toute la chaîne vraiment d'approvisionnement de la matière première. Donc on travaille avec un agriculteur qui est aussi meunier ici dans la région. Donc moi je suis italien, mais je préfère utiliser des farines françaises juste locales depuis l'ouverture de la pizzeria. Prendre une farine, aller voir le champ, connaître l'agriculteur, voir ce blé, les variétés de blé, c'est des blés anciens, c'est des blés des populations qui sont adaptés au terroir, notamment ici les températures, le climat. Et ensuite, travailler cette farine, cette matière première pour la rendre pizza. Donc il y a la farine et bien évidemment il y a ce qu'on va mettre comme garniture dans les pizzas. Et c'est vrai que quand on est ouvert, on fait des pizzas de saison dans le sens que la carte change au fil des saisons. Et c'était un peu étonnant quand on a ouvert, surtout au début de l'année, c'était en 2015, février, et il n'y avait pas de tomates fraîches, il n'y a pas de basilic, donc on s'est retrouvé avec des légumes et on a fait avec. C'est vrai que il y a quelques années, c'était un peu plus révolutionnaire. Maintenant, on parle beaucoup de produits de saison et des cuisines de saison. Mais sur une pizza, on n'avait jamais vraiment bien réfléchi. On trouvait du basilic ou des aubergines aussi en plein hiver, surtout des tomates fraîches, des tomates cerises. Et là, quand on a ouvert, on a dit non, mais on peut absolument réaliser des super pizzas avec des produits de saison et locaux aussi. Et heureusement, les clients ont apprécié depuis le début et on continue et on est très contents. Donc l'hiver, qu'est-ce qu'on met dans une pizza ? Tout. On peut mettre du potimarron, on peut mettre des épinards, on peut mettre vraiment tout. Bien évidemment, on va les travailler. Donc, moi, en plus, j'ai une carte qui est très centrée sur les légumes. Donc là, il faut juste avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de fantaisie et surtout imaginer vraiment travailler avec des maraîchers locaux pour vraiment respecter la matière première, l'ennoblir dans la pizza, qui est déjà un plat populaire. Mais quand on met par exemple une base de carottes, c'est super. Donc on peut remplacer sans problème la sauce tomate
qui est un peu la base de toutes les pizzas, avec par exemple un coulis de carottes, chose que nous on fait, ou avec par exemple des épinards, ou de la betterave, ou du potimarron, selon les saisons. Pourquoi vouloir faire des pizzas plus respectueuses de l'environnement? Une question comme ça, maintenant, surtout après une pandémie, une crise mondiale, je veux dire, c'est un acte qui est obligatoire en tant que citoyen, dans le sens que déjà, quand je fais une pizza, je pense à toute la chaîne, comme je disais tout à l'heure, de tous mes fournisseurs, de toute la production de la farine, etc. Si on pense qu'on cultive des blés qui sont complètement musclés, avec des variétés de blé, avec un gluten qui est très, très, très bodybuildé pour faire des pains hyper gonflés, sans respecter vraiment toute la biodiversité dans les champs, là, en tant que pizzaiolo cuisinier, je me pose des questions. Je dis, mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas encore assister à cette perte de biodiversité déjà dans un champ de céréales. Donc déjà, le premier engagement, pour moi, c'était un acte normal des citoyens. Et moi, j'ai la responsabilité de faire à manger. Donc, il faut le faire avec conscience, avec engagement, avec une prise vraiment de responsabilité. Et notamment, je pense, quand on voit qu'est-ce qu'on est en train de vivre, et je ne parle pas seulement du changement climatique, etc., de tous les problèmes liés vraiment à la ressource et la responsabilité de chacun est là. Donc, quand on achète du pain, on achète une pizza, ben, il y a un acte agricole déjà derrière. Et surtout, en France, on mange beaucoup, beaucoup de pizzas. Donc, je pense que c'est indispensable de faire quelque chose. Surtout, faire comprendre aux gens que quand on achète vraiment une pizza, il y a derrière des producteurs, des artisans qui vont produire le fromage, qui vont cultiver les légumes, etc. Et donc, moi, j'ai fait juste répondre à toute cette chaîne d'approvisionnement et j'ai essayé de donner de la dignité à un plat comme la pizza qui est toujours associé à la malbouffe, malheureusement. Et c'est toute une évolution. Quand je suis arrivée, par exemple, en Bretagne, et je vois, par exemple, le problème des élevages des cochons. Et là, c'est vrai que nous, quand on fait des pizzas, on a plein de charcuteries qu'on utilise. Donc, quand on voit tous les dommages qui sont liés à un élevage intensif et industriel des cochons, ben, c'est normal qu'on se pose des questions. Quand on va acheter une pizza, il y a en général toujours du jambon, des couches. Surtout en France, on a cette tendance à faire des millefeuilles de garniture. Et c'est clair que quand j'ai fait mon voyage en Bretagne, j'ai vu en fait ces problèmes environnementaux liés à la nourriture, notamment à la production industrielle des cochons. Mais en tant que cuisinier et pizzaiolo, je me suis posé des questions, comme je me suis déjà posé les questions, je m'étais déjà posé les questions en Italie pour les mêmes raisons. Donc en fait, cette pollution dans l'eau, due bien évidemment à la production, par exemple des nitrates, notamment pour la charcuterie, mais je pense aussi au fromage et tous les problèmes liés des productions intensives industrielles et de fromage. Et pourquoi tu as voulu créer une école de pizza? Et voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui manquait entre guillemets c'était un peu un pont, pardon, entre ma vie passée, donc parce que j'ai fait mes études en Italie, j'ai continué mes études avec un doctorat, un postdoc, toujours dans la recherche. Et c'était ça qui manquait peut-être dans mon travail de pizzaiolo, c'était vraiment le partage des connaissances. Et surtout, le fait de former aussi des nouveaux pizzaiolos à une pizza consciente. Vraiment, cette prise de responsabilité vers la nature déjà et vers les consommateurs. Et donc, l'école, c'est vrai qu'elle forme, on a des formations qui sont adaptées bien évidemment au niveau de chaque stagiaire, mais on forme vraiment les futurs professionnels de la pizza en espérant toujours de donner cette envie de faire des pizzas conscientes dans le sens en fait où il y a une prise de responsabilité envers les matières premières déjà. Donc une connaissance, une maîtrise des matières premières jusqu'au produit fini. Bien évidemment, on se concentre beaucoup sur toute la filière biologique de la céréale et notamment sur des fermentations au levain naturel, qui est un peu notre spécialité à la pizzeria et à l'école. Dans le sens en fait qu'on forme à une panification naturelle qu'avec du levain. Et c'est vrai que pour la pizza, c'est pas souvent utilisé, mais on va voir des résultats incroyables. Quand j'ai eu l'idée de créer l'école, déjà je voulais pas du tout des sponsors. Donc on n'a pas des logos de farine derrière. Dans notre école, dans notre site, il n'y a aucun logo sponsor de charcuterie ou fromage. Et donc déjà, c'est avoir liberté dans le choix des matières premières
Et ensuite, liberté aussi dans la production de la pizza, dans le sens qu'on peut décliner, on peut varier vraiment la pizza en mille façons, en respectant toujours la matière première. C'est ça ce qui nous intéresse. Notamment, on réalise et on forme des pizzaiolo qui ont envie de travailler avec des blés des populations, qui sont des blés qui ne sont pas forcément adaptés à une pizza acrobatique, dans le sens qu'on ne peut pas vraiment lancer une pizza en l'air et la laisser flotter dans l'air parce que bon, il n'y a pas un gluten si costaud et si bodybuildé pour faire ça. Donc vraiment, il y a un respect aussi dans le geste technique. Donc on va étaler doucement la pâte, on va la traiter avec soin, on va pas utiliser des machines ou des pétrissages intensifs pour réaliser nos pâtes à pizza parce que bon, la matière première, elle demande du respect et c'est pas une farine qui est sélectionnée à la base pour résister à le stress des machines ou à la vitesse de la vie moderne maintenant dans la restauration. Bon, j'ai travaillé en littérature, notamment en littérature italienne, donc j'ai travaillé sur Pétrarque. Pétrarque, c'est un poète du Moyen-Âge italien qui était un peu, comment dire, un poète père pour toute la littérature européenne, bon, avec le sonnet, avec vraiment son chef-d'œuvre qui s'appelle le canzoniere, le chansonnier. Et bon, le travail, c'était un travail déjà sur le manuscrit, parce qu'on a la chance d'avoir le manuscrit original. Donc, un travail philologique sur le texte. Et ensuite, analyser l'influence de ce poète, qui, avec Dante, les deux représentent les pères de la littérature en Europe. Donc, travailler sur les influences de ce poète dans la poésie moderne et contemporaine. Donc rien à voir avec la pizza. Si, déjà, il y a la curiosité et la recherche, et une méthode, dans le sens en fait que c'est cette recherche de la vérité philologique, c'est la même chose dans la pizza. Quand on fait une pizza, il y a plein de couches, il y a vraiment une espèce de palimpseste. Chaque couche a une histoire, donc la farine, la sauce tomate, bien évidemment des histoires aussi liées à l'alimentation, donc la tomate qui vient des Amériques, etc., avec les commerces. Donc c'est pour ça que c'est aussi lié à l'océan, parce que c'est tout un rapport d'échange dans les siècles. Et quand on fait une pizza, il y a aussi ces rapports entre les couches. Quand on fait une pizza, donc il y a la farine, il y a donc la farine qui vient d'un lieu spécifique, la sauce tomate, le fromage, les légumes, les noix, etc., les fruits secs. Donc je pense que chaque élément va composer comme un poème une œuvre. Et chaque pizza est unique. Et si on en revient à l'environnement, la situation, elle a besoin de changer ? Ben si, mais heureusement je pense et je vois qu'il y a quand même une prise de conscience et je pense que malheureusement la pandémie et cette crise qui nous a heureusement obligés à nous arrêter, comment dire, nous pose des questions. Je vois que on peut pas dire on espère qu'on va revenir vite à la situation normale d'avant, parce qu'il n'y avait pas au moins une situation normale d'avant. C'est pour ça qu'on est arrivé à là. Ça nous a choqués, je pense beaucoup de nous encore on est sous choc et donc c'est vraiment le moment pour changer. Et déjà changer la consommation, les habitudes alimentaires et avoir juste la conscience que quand on va acheter de la viande, qu'est-ce qu'il y a derrière, quand on va acheter de la viande industrielle et quand on va acheter de la charcuterie, quand on va manger énormément de charcuterie, il y a derrière des paysages qui sont complètement détruits. Il y a derrière de la pollution, il y a des animaux qui vont disparaître, il y a une perte de biodiversité incroyable. Et là, tout est lié. Donc, et on revient toujours à ce cycle vicieux. C'est pour ça que je pense que c'est le moment, oui, de changer. Bordeaux, c'est une ville très dynamique. Et c'est vrai que, bon, au-delà du fait qu'on a un nombre de restaurants incroyables, bon, peut-être lié aussi au fait qu'on a une situation intéressante au niveau géographique, on a quand même derrière un patrimoine lié au vin, etc., qui fait que, bon, bien évidemment, dans la gastronomie, on est bien, en fait, dynamique. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, en fait, des jeunes restaurateurs qui font attention. Et ça, c'est génial. J'ai la chance d'avoir plein d'amis, des confrères. Euh, et on discute souvent, bien évidemment, des matières premières, déjà tout simplement. On échange tout le temps. Le fait de valoriser un produit, c'est pour ça que, par exemple, ici, j'ai décidé de reprendre en main aussi le Convivium Slow Food, qui est cette association internationale
Et donc, à Bordeaux, on a repris en main ce convivium de Slow Food Bordeaux, vraiment pour aussi sensibiliser pas seulement les consommateurs, mais aussi les restaurateurs, donc les cuisiniers. C'est là qui passe aussi le changement. C'est aussi à partir du chef qui commence à cuisiner, utiliser des produits différents, etc. Éducation au goût, éducation à l'alimentation. Et cette nourriture qui doit être accessible à tout le monde d'une façon démocratique, juste, propre, dans le sens à juste prix, parce que bien évidemment chaque artisan doit être rémunéré selon le travail qu'il y a derrière. C'est cette prise de conscience qu'on doit avoir, je pense, à chaque fois qu'on est assis à table, on commande un plat dans un restaurant. Quand on va au restaurant, c'est vrai qu'on cherche un moment exceptionnel parfois, mais rien n'empêche qu'on a des valeurs et une cohérence dans notre vie. Et je pense qu'il faut quand même rester cohérent en faisant des exceptions. Déjà, quand on va au restaurant, c'est une exception parce qu'on est servi, on mange des choses qu'on ne cuisine pas à la maison, mais rien n'empêche de conserver, garder nos valeurs, donc choisir bien les restaurants, choisir bien en fait nos plats. C'est super, on a la possibilité, comment dire, moi j'ai la chance d'avoir les clients qui me délèguent ce besoin primaire qui est faire à manger. Et il y a beaucoup de confrères et d'amis restaurateurs qui le font avec une conscience et une responsabilité, un professionnalisme incroyable. Donc c'est chacun de nous qui doit bien choisir le restaurant et à qui confier la mission de faire à manger. T'as l'impression que les nouvelles générations font évoluer la cuisine ? Le fait d'avoir une communication qui est plus rapide, déjà à partir du fait que cette globalisation avec la communication, ça nous permet vraiment d'être liés avec des chefs dans tout le monde, donc vraiment échanger, chose qu'avant peut-être on ne pouvait pas faire. Donc il y a une perméabilité entre guillemets dans la cuisine qui avant peut-être c'était pas possible. Là maintenant on peut regarder des plats ou des vidéos du monde entier en temps réel. Et c'est vrai que les nouvelles générations ont vécu ça et surtout ils sont beaucoup plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Et je pense qu'il y a une ouverture derrière. Malheureusement, parfois il y a une ouverture et parfois cette ouverture se peut transformer en fermeture. Donc avec une homogénéisation du goût, malheureusement. Donc ça veut dire des modèles importés par les séries américaines, etc., qui font qu'on a perdu complètement la spécificité d'une culture parce qu'on a complètement uniformé et homogénéisé le goût, les habitudes alimentaires. Ça, c'est dommage. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'américanisation aussi dans la gastronomie française ou italienne. Donc, il y a dans un côté une ouverture et il y a des jeunes chefs, des jeunes cuisiniers qui sont très ouverts. Et d'autre part, parfois, cette ouverture aux technologies, à la globalisation, peut amener à une espèce de, fermeture. La chose qui fait peut-être un peu peur, c'est la standardisation d'une production. C'est normal que quand je fais des pizzas, j'ai envie que la pizza soit toujours la même, toujours bonne, etc. Et parfois, quand je change de matière première, donc j'utilise une farine qui est issue des blés de population, chaque année, la farine change. Et donc, il faut s'adapter à la matière première. Peut-être c'est ça qui bloque un peu. La peur de dire, c'est pas grave, je vais changer la matière première, elle va être un peu plus instable, entre guillemets, mais derrière, il y a une satisfaction énorme quand on arrive à maîtriser, par exemple, une farine qui, entre guillemets, est plus difficile à panifier. Ça veut dire qu'elle demande plus d'attention. Et on a oublié ça. Dans la pizza, par exemple, on a oublié que le sac de farine, tous les ans, doit être différent, comme le vin et le millésime d'un vin. On est tellement habitué à avoir une standardisation dans le produit comme la farine qu'on a perdu aussi le savoir-faire de travailler des farines qui peuvent être d'année à l'autre différentes. Et c'est ça, je pense, qui bloque, par exemple, mes confrères pizzaiolo, le fait de dire, si je change de farine, je dois changer mon processus de fabrication. Oui, c'est normal. C'est comme quand on va cuisiner une tomate qui peut être plus ou moins mûre, plus ou moins sucrée. Donc on adapte en fonction de ça. Et c'est la même chose, je pense, avec des produits comme la farine, comme les légumes, comme la charcuterie, etc. Où forcément, la nature n'est pas toute la même. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des tomates toutes pareilles. En fait, quand ils me posent la question, est-ce qu'on peut tout mettre dans la pizza? Tu sais, il y a toujours cette question, ah là là là, ah machin, j'ai vu des pizzas. Mais bien sûr qu'on peut tout mettre.
Parce qu'en fait, chaque pizza doit, comme dire, c'est le reflet d'un terroir aussi. Et on a adapté la pizza forcément à ce qu'on avait à disposition. C'était pareil dans le sens que si on est à Marmande, ici dans la région, il y a des tomates magnifiques, on met des variétés de tomates différentes. Mais si on n'a pas de tomates, c'est pas grave. On va personnaliser notre pizza avec le produit qu'il y a à disposition. Et la cuisine est faite comme ça. On a toujours adapté en fait en fonction de ce qu'on a trouvé. Et la pizza n'est pas l'exception. Absolument, il faut expérimenter le maximum des ingrédients dans la pizza selon où on est. Donc forcément, il y aura des pizzas qui sont avec du poisson cru dans des pays où on a la chance d'avoir du super poisson et c'est super. Moi, je ne me scandalise pas du tout. Au contraire, c'est une adaptation et c'est ça, en fait, je pense, qui fait la richesse d'un plat et l'immortalité d'un plat comme la pizza parce qu'elle a su s'adapter aussi. Donc quand je vois parfois les gens me demandent une reine, une pizza, donc en Italie, on ne parle pas des reines, ça n'existe pas vraiment, ou ils me demandent un œuf sur la pizza. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout habituée à ça, parce qu'en Italie, on n'a pas des œufs sur la pizza. Et c'est vrai que c'est juste une version de la galette que vous avez en France. Donc, dans le sens que la complète, jambon, fromage, champignons, ben, en fait, elle est passée dans la pizza. Et ça, c'était parfaitement raconté par une chercheuse de CNRS, donc l'histoire de la pizza. Et c'est vrai que bon, donc les habitudes de la galette française, la complète, l'œuf dans la galette pour avoir un plat complet, ben, on le retrouve aussi dans la pizza. Et je trouve ça super fascinant. Après, moi, par exemple, je ne fais pas ça, mais parce que ça ne fait pas vraiment partie de ma tradition, ma culture. C'est vrai, je ne maîtrise pas forcément l'œuf cru dans la pizza, mais je trouve ça super fascinant et je ne me scandalise pas du tout quand je vois des pizzas réalisées avec des ingrédients improbables. Bien évidemment, il faut respecter un équilibre, il faut respecter quand même du bon sens aussi, mais ça c'est normal, c'est partout dans la cuisine. En cuisine, l'immortalité d'un plat vient de sa capacité d'adaptation. C'est un peu la même chose que dans la nature, pour les espèces. Et l'océan dans tout ça ? Des procédés agricoles à l'utilisation de l'eau, du transport des matières premières aux emballages sur les produits finis, l'océan est impacté tout au long de la chaîne, même d'une pizza. Penser l'écologie comme une punition, c'est oublier que l'adaptation fait naître les plus grandes révolutions. Alors, libérons nos papilles du diktat de la standardisation et laissons la porte ouverte à une révolution gustative. Nous, nos papilles et les écosystèmes qui nous entourent en seront ravis. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future et à bientôt sur sailingirondelle.com pour une prochaine rencontre.